Quelles sont les montres d'Alain Delon? A l'instar de son ami de toujours feu, Jean-Paul Belmondo, dont nous avons déjà parlé dans une autre vidéo, il semblerait que Monsieur Delon soit allé encore plus loin dans le monde des collectionneurs de toquantes, comme nous allons le voir tout de suite. Né en 1935 en Ile-de-France, Alain Delon commence dans le cinéma à 22 ans. Il est également producteur et s'est essayé à la réalisation à quelques reprises. Les nombreux films dans lesquels il a fait une apparition totalisent plus de 134 millions de spectateurs. Et en 2012, le géant du cinéma a participé à une vente aux enchères à Paris, lors de laquelle plus de 100 de ses montres étaient proposées aux acheteurs du monde entier. Avant la vente, cette partie impressionnante de sa collection était exposée à Hong Kong de manière à attirer une clientèle chinoise et plus généralement asiatique très attachée au nom de Delon. Il faut dire qu'il a joué le rôle de Zorro en 1975 et ce fut l'un des premiers films européens à s'exporter en Asie. Lepoint.fr expliquait dans un article que la maison Cornette de Saint-Cyr, qui s'occupait de la vente, s'était exprimée en disant « Delon est devenu un nom commun en Chine, synonyme de beauté masculine chez les jeunes chinois. Le catalogue sera donc bilingue, franco-chinois. » À propos de la collection en elle-même, la maison aurait expliqué que, comme dans toutes les collections qu'il a réalisées, Alain Delon s'est laissé guider par son intuition, ne cédant à aucune mode. Il avait également expliqué détester les ventes posthumes, c'est entre autres pour cela qu'il s'est déjà séparé de sa collection de bouteilles de vin pour un résultat dépassant les 250 000 €, ainsi que de sa collection d'art en 2007 qui a rapporté la modique somme de 8,7 millions d'euros. On pourra aussi évoquer une magnifique Ferrari 250 GT California Spider, partie à 14,2 millions au salon Rétromobile de 2015, même si l'acteur précise qu'elle lui a appartenu pendant 2 ans seulement, entre 63 et 65, et qu'il n'a pas été bien content que l'on utilise son nom pour faire gonfler l'enchère. Jetons tout de suite un œil à certaines pièces de cette vente, ainsi qu'à d'autres qu'il a portées dans ses films et dans la vie, puis on terminera par sa montre la plus recherchée, ainsi qu'une petite surprise. Dans le film Un flic, l'acteur portait une Cartier Jumbo Tank. Cette pièce en or jaune a une lunette sertie de lapis lazuli et elle semble être la seule de la collection à avoir cette particularité. Elle est également gravée au nom de l'acteur au dos, ce qui lui offre une personnalisation très sympa. Cette tank est montée sur un bracelet en lézard blanc et Alain aurait déclaré qu'il aimait porter cette pièce l'été car il la trouvait éclatante sur une peau bronzée. Pour la vente, elle était estimée aux alentours de 2 000 €. Au final, elle a atteint un prix de vente de 55 000 €. D'ailleurs, en 2013, donc un an seulement après la vente, les experts de la maison Arcurial auraient estimé cette même pièce entre 80 et 120 000 €. Mais quelque chose me dit qu'elle vaudrait probablement encore plus maintenant en 2022 quand on voit à quel point le marché n'a plus aucun sens. Faites-nous d'ailleurs votre estimation en commentaire. Il possédait également une autre tank plus classique, montre que l'on trouvait aussi dans la collection de son ami Bébel, et vous verrez plus tard que ce n'est pas le seul modèle qu'ils ont en commun. La tank aurait été dessinée en 1917 par Louis Cartier en se basant sur la forme du tank Renault FT17 et fut dévoilée au public en 1919. Les formes affirmées de la pièce et son style inimitable en ont vite fait une montre iconique. Toujours chez Cartier, l'événement parisien a permis de vendre une autre tank, mais cette fois reversible, enfin je crois, car le site de vente aux enchères a annoncé cette montre comme une Cartier tonneau reversible, mais je pense qu'il s'agit d'une erreur. Quoi qu'il en soit, elle s'est vendue à 26 250 €, ce qui représente 10 fois l'estimation des experts de l'époque. La Cartier Tonneau fait partie des plus anciens modèles de la marque avec un lancement en 1906, 2 ans après la Santos, dont nous allons reparler dans quelques instants. Toujours chez la marque française, on découvre ici une Cartier Pacha en or jaune et au cadran blanc, ainsi qu'une seconde en acier et au cadran noir. L'origine de la Pacha remonte au tout début des années 30 avec une commande de montre unique du Pacha de Marrakech à Louis Cartier. Le Pacha avait besoin d'un garde-temps assez luxueux pour être porté lors des réunions officielles, mais aussi résistant pour le suivre dans son quotidien, qui impliquait entre autres des bains et des baignades alors que les montres étanches n'en étaient qu'à leur balbutiement. Cartier lui proposa donc une montre en or jaune, résistante à l'eau, spécialement conçue pour l'occasion. Le Pacha fut évincé du pouvoir en 1950 et la montre disparut avec lui. Il faudra alors attendre 1985 pour que la marque française décide de lancer une collection rendant hommage à cette histoire. Pour retravailler le design de cette collection, la marque française décida de faire appel à un designer iconique, le célèbre Gérald Genta. On va d'ailleurs reparler d'une de ses créations plus tard, comme vous pouvez peut-être vous en douter. Quoi qu'il en soit, les versions de la Pacha sont nombreuses et Monsieur Delon en possédait au moins 2, plutôt classiques. La première en 38 mm en or jaune sur un bracelet cuir sur laquelle on découvre un discret guichet de date à 4h30. Et la seconde en acier au même format avec une grande date à 6h. Pour continuer avec Cartier, on a pu voir dans la liste des montres vendues à Paris une Cartier Santos chronographe.
Il semblerait qu'il s'agisse d'une version Santos 100 XL mesurant 41 mm de large pour 55 mm de long. Une pièce donc assez imposante, mêlant carré et rectangle, le tout monté sur un bracelet cuir. D'occasion, elle se trouve habituellement entre 5000 et 7000 euros. Piaget faisait également partie de la vente avec cette pièce au faible diamètre, au cadran blanc, avec index en chiffres romains et à la lunette sertie de diamants. Elle est montée sur un bracelet faisant penser à des écailles, le tout est certainement en or blanc, matériau souvent utilisé par la maison suisse de Richemont. A tout ça viennent s'ajouter au moins 5 pièces de chez Breitling et on commence avec 3 chronomates. Pour la première pièce, elle s'inspire en grande partie du design du premier chronomate lancé dans les années 40. Celle-ci fut développée comme un outil de calcul pour les ingénieurs et le nom fait référence à chronographe et mathématiques. Son mécanisme d'échelle logarithmique tournante sera d'ailleurs utilisé comme base pour le développement de la Navitimer dont on va vous parler aussi. Les deux autres chronomates font partie des modèles plus modernes. On découvre d'abord une version assez proche de celle que l'on retrouvait au poignet de Monsieur Belmondo. Ici, ce sont les poussoirs et quelques autres détails qui sont en or en rappel à la couleur des 3 sous-cadrans. Elle est montée sur un beau bracelet en cuir brun et il semblerait qu'il s'agisse d'une référence B13-050. Celle-ci est entraînée par le calibre B13, mouvement de chronographe automatique développé sur la base du célèbre ETA 7750. D'occasion, elle se trouve souvent aux alentours de 2000 euros. Et la seconde, aux caractéristiques similaires, est entièrement en acier et offre un cadran bleu et des sous-cadrans blancs. Quatrième Breitling pour la star qui a fait un CAP charcuterie et qui aurait pu ne jamais devenir acteur, une Navitimer. Elle fut développée en 1952 suite à la demande d'une association de pilotes d'avion qui cherchait à équiper ses membres. Elle est pensée en tant que véritable outil de calcul pour les pilotes, ce qui explique en partie pourquoi son cadran est aussi chargé. De nombreuses versions de la Navitimer furent proposées avec les années, et il est difficile d'être sûr de celle de Monsieur Delon. Pour ma part, j'opterai pour une référence 806 de 1965, entraînée par le calibre de chronographe à remontage manuel Venus 178, et qui se trouve parfois d'occasion aux alentours de 4000 euros. On termine Breitling avec une élégante Inca Block 788 estampillée Breitling Genève. Il s'agit d'un chronographe de 36 mm en acier avec un fond vissé. Beaucoup plus épurée et discrète que les modèles précédents, cette montre des années 40 est entraînée par un mouvement Venus 152 à remontage manuel. Mais que serait une collection de légendes sans quelques Rolex? On va rapidement passer sur les modèles que vous connaissez probablement déjà si vous êtes abonné à la chaîne, mais la vente incluait plusieurs pièces de la marque. Une Daytona en acier au cadran blanc qui est estimée entre 5000 et 7000 euros à l'époque et qui doit bien valoir peut-être 10 fois plus aujourd'hui. Un peu plus discrète, il y avait aussi une Rolex Milgauss 116-400 au cadran noir et à la fameuse trotteuse orange. Cette version fut lancée au Bezel Award 2007 et ne possède pas encore la fameuse glace verte, si caractéristique des modèles actuels qui fera son apparition en 2014. Elle se trouve sur le marché gris entre 8000 et 10 000 euros. Allez, passons chez Zenith avec un El Primero, connu pour être l'un des tout premiers mouvements de chronographe automatique au monde. Depuis, le mouvement fut amélioré et de nombreuses variantes furent proposées, comme par exemple cette version de Zenith Chronomaster El Primero à triple quantième. Il s'agit d'une pièce des années 90 en acier de 40 mm avec un cadran blanc équipé d'une fonction de chronographe et de phase de lune en plus de son triple quantième. Elle se trouve d'occasion aux alentours de 5000 euros, un excellent rapport qualité-prix si vous voulez notre avis. La vente comprenait également des pièces de chez Blancpain. On a pu en reconnaître 4. La première, c'est un chronographe Lehman 2527 en acier et au cadran blanc avec un bracelet intégré lui aussi en acier. La deuxième est beaucoup plus habillée avec un boîtier en or jaune et aux aiguilles glaive ajourées comme la première, détail qui est d'ailleurs très souvent utilisé par la maison. Sur le cadran blanc, on retrouve des index appliqués en or et avec des chiffres romains à 6, 9h et midi, celui de 3h étant remplacé par un guichet de date. La troisième, une Blancpain Villeray 6595 des années 90, se dote de quelques complications puisqu'on y retrouve 2 guichets de jour et de mois à midi avec une aiguille dateur centrale et un sous-cadran phase de lune à 6h. Il s'agit d'une montre à quantième complet et au boîtier en acier et or jaune montée sur un bracelet en cuir brun. Elle ne mesure que 34 mm de diamètre et est entraînée par un mouvement automatique, le calibre 913A. Une très belle pièce compliquée, vendue en dessous de 5000 euros sur le marché gris, encore une occasion de faire une belle affaire. La quatrième est une Lehman Dual Time Zone GMT. Cette pièce en acier de 38 mm a un cadran blanc sur lequel on trouve une petite seconde à 6h et un sous-cadran affichant l'heure d'un second fuseau horaire à 12h. On retrouve un guichet de date à 3h et un indicateur jour-nuit à 9h. Elle est entraînée par un mouvement automatique et se trouve d'occasion un peu en dessous de 10 000 euros.
On reste dans les complications avec une IWC Portofino 3541 en or jaune, au sous-cadran face de lune à 12h et aux 3 autres sous-cadrans indiquant différentes informations en rapport avec le quantième perpétuel. À 7h30, on découvre même un guichet renseignant sur l'année en cours. Cette montre des années 90 ne mesure que 35 mm de diamètre et est entraînée par un calibre automatique et se trouve aux alentours de 8 000 € sur le marché gris. Pour un QP, c'est aussi un très bon prix. Lors du festival de Cannes en 2020, on a pu voir une Bulgari Octo Finissimo au poignet du géant du 7e art. Il s'agit d'une montre en titane de 40 mm de diamètre pour 5,15 d'épaisseur seulement. Elle renferme le calibre automatique ultra plat Bull 138 de 2,23 mm qui est équipé d'un micro-rotor en platine et sur son cadran en titane lui aussi, on découvre une petite seconde à 8h. Prix catalogue 14 800 €. Dans le film Le Samouraï, il portait une pièce de chez Baume & Mercier au boîtier forme coussin et au cadran blanc élégant. Son boîtier en acier reprend un design des années 70, mais difficile de trouver le modèle exact. Si vous en savez plus, dites-le nous en commentaire. Découvrons maintenant la marque Alain Delon. Et oui, vous avez bien entendu. Mais d'abord, voilà une des plus importantes pièces de sa collection et celle qui s'est vendue le plus cher en 2012, cette belle Audemars Piguet Royal Oak Jumbo. Monsieur Delon portait cette pièce au poignet dans Comme un boomerang en 1976, dans Parole de flic en 1985 et dans Ne réveillez pas un flic qui dort en 1988. En 2012, elle était estimée à 2500 € et son prix de vente final a rapporté une belle tranche du total de 443 875 € de la vente. 68 750 € incluant les frais. Et cette montre est devenue encore plus recherchée maintenant. On évoquait plus haut que le nom Alain Delon était devenu symbole d'élégance et de classe dans certaines parties du monde. Mais saviez-vous qu'il existait même une marque de montre du nom d'Alain Delon ? Il s'agit de pièces qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui semblent avoir été créées pour faire du merchandising pour profiter de l'aura du personnage. Elles misent sur des aspects sportifs, imitant souvent des designs connus, des mouvements à quartz et des prix souvent aux alentours de 100 €. Dans tous les cas, cela reste trop si vous voulez notre avis, et comme pour les montres de JCVD que nous avions déjà vues, elles ne semblent plus exister aujourd'hui. Je vous mets quelques images et j'attends votre avis sur la question. A mon avis, c'est probablement plus une idée qui viendrait de son management pour rafler quelques euros supplémentaires quand on voit les belles pièces qu'il a pu avoir. D'ailleurs, dites-nous quel est votre préféré. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez cliquer sur une des 2 vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo.